You're ghosting us, motherfucker. I don't care who you are back in the world. You give up position one more time, I'll bleed you. Real quiet. Leave you here. Got that? Happy Halloween, ladies. Watch out for that first step. It's a doozy. Huh? Huh? I fucking love that guy. When I am gone, you will have never been. How do you get this information? It just comes to you. This stuff just flies through the air. They send this information out, and it's just beamed out all over the fucking place. You all have to do is know how to grab it. See how to grab it. This team must learn to work together, or mark my words, it will be torn apart. Now, gather round. Gather round, embrace one another. Gather round. Embrace one another quickly. Roy. Why do you stand aside while the others practice? Practice? That's not practicing. That's group hugging. We should be busting in on Casanova right now. He who questions training only trains himself at asking questions. What? Who was looking for the painting shears? Oh, that was me. Ah, yes. Work well on your new costumes, my friends. For when you care for what is outside, what is inside cares for you. You know, the clock is ticking here. Are we gonna sew dresses all day, or are we gonna rescue Amazing? I need a thimble. Anybody? Patience, my son. To summon your power for the conflict to come, you must first have power over that which conflicts you. Okay, am I the only one who finds these sayings just a little bit formulaic? If you want to push something down, you have to pull it up. If you want to go left, you have to go right. Your temper is very quick, my friend. But until you learn to master your rage... Your rage will become your master? That's what you were gonna say, right? Right? Not necessarily. Okay, you know what? That's it. I'm out of here. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Second Couteau, le podcast des acteurs de premier plan. Le souvenir de West Study qui m'emporte aujourd'hui et que je me souviens comme si c'était hier, c'est la première fois que je l'ai vu où tout gamin étant un peu stupide, j'attendais avec un certain entrain le film Street Fighter, sorti en 93 ou 94, je ne me rappelle pas l'année exacte, après que mon frère aîné nous ait amené une copie du jeu sur Mega Drive que jusqu'ici où je n'avais que Sonic, et découvrant Street Fighter, trouvant que c'était un jeu absolument fabuleux, je me prenais de passion pour ces personnages, notamment celui de Sagat. Sagat, sorte de grand boxeur de boxe thaïlandaise, qui fait quasiment 2 mètres en short, est connu pour avoir cet infâme bandeau sur l'œil. Et donc, 2 ans plus tard, arrive sur Canal+, puisque c'était l'ancienne chronologie des médias, le film Street Fighter, qu'on peut regarder dimanche matin. J'allume le poste et mon petit cerveau d'à peine 6-7 ans découvre avec terreur que le film est pas très bien. Même à l'époque, j'étais capable de comprendre que le film n'était pas très bien. Avec un Van Damme sous coke donnant l'une de ses pires performances, des acteurs au rabais qui ne savent pas ce qu'ils font là, des cabotineurs bien sûr, Raul Julia, fantastique, mais je n'avais pas encore la connaissance de cet acteur parce que je ne verrai que plus tard La Famille Adams, et bien sûr dans un de ses derniers rôles, qu'il a dédié intimement à ses enfants qui étaient fans du jeu vidéo, tout comme moi. Et parmi cette espèce d'océan de conneries, de stupidités créditées au scénariste de Die Hard, avec des punchlines débiles à tomber par terre et, disons-le, une incapacité à essayer d'imbriquer tous les éléments propres au jeu vidéo dans ce film, il y a West Study, en Victor Iron Fist Sagat. Ici, l'homme, l'espèce de cruel guerrier qui a tué le père de Ryu, et à qui Ryu a enlevé son œil à la fin de Street Fighter, le premier jeu vidéo. Ici, on a un contrebandier assez petit. West Study n'est pas immense par rapport à Sagat, et d'ailleurs c'est assez drôle dans des scènes où il est avec Ken et Ryu, où on s'aperçoit qu'il est très grand, habillé de façon outrancière, jouant comme un
second couteau, enfin comme un vilain de James Bond, disons-le carrément, en faisant des tonnes avec un accent en anglais incapable de le placer, entre l'accent au rabat asiatique et son accent à lui du sud des États-Unis, de l'Oklahoma. Le film est complètement un délire permanent, et cette image qui me reste greffée à jamais dans la rétine est celle où, après avoir été emprisonné pour une obscure raison avec Eneriu, il se retrouve dans la prison, et on le voit, il a ouvert son uniforme, donc l'habit de prisonnier, il est à moitié torse-poil, avec son Marcel, il a une clope au bec, et juste à côté de lui, à moitié entre le sidekick et le lover interdit, vous avez celui qui jouait Vega. Et cette image m'a profondément marqué, et s'ensuit tout le reste du film a été éclipsé. Mais c'est là où j'ai découvert West Study, à l'inverse de bien des personnes qui le connaissent évidemment pour ses rôles de Magua et de différents personnages amérindiens qui ont peuplé sa carrière et qui sont pour lui à la fois un élément capital dans sa carrière et une manière de rebondir sur des thèmes qui lui sont chers et des causes qu'il apprécie énormément. West Study est né en 47, donc c'est un vrai baby boomer, au fin fond de l'Oklahoma, dans le county Cherokee. Donc sans être un expert des tribus amérindiennes, il faut savoir que donc, une partie des terres que les Cherokees habitaient sont en fait plus ou moins sur leur contrôle sous la forme de réserve, et ils possèdent en fait un gouvernement quasi intérieur en fait dans ces états-là. Et dans l'Oklahoma, c'est là où il y a une plus grande congrégation de la nation Cherokee, qu'il a grandi dans un milieu assez pauvre, mais finalement entouré de plusieurs frères et sœurs, avec une mère qui était gouvernante et un père qui bossait, qui était aide sur des ranchs. Et il n'avait pas forcément, évidemment, à cette époque-là, il parlait essentiellement Cherokee dans la famille. C'est-à-dire qu'il n'a appris l'anglais qu'en école, en allant à l'école élémentaire, un peu plus tard. Donc les petits Américains n'ont pas besoin d'aller à l'école, enfin ils n'ont pas besoin d'aller au primaire en fait. Donc ils peuvent arriver assez tard, et je crois qu'il est arrivé vers 7-8 ans à l'école. Et bon, après avoir fait les bases, il se retrouve en fait à l'âge de 17 ans avec pas forcément beaucoup de perspectives. Il avait, durant sa high school, il avait grosso modo l'idée de partir bosser en blanchisserie, donc ça n'augurait pas, disons, un avenir forcément radieux, surtout dans un county où l'essentiel de l'économie reposait sur l'agriculture, les ranchs et ainsi de suite. Donc en fait il va faire ce que beaucoup de jeunes faisaient à l'époque, il s'engage en fait dans la garde nationale afin potentiellement s'assurer un peu d'argent pendant un temps. Mais pas de bol, c'est le moment du Vietnam. Donc lui il se retrouve embarqué pendant 1 an là-bas, au Vietnam, avec d'autres personnes, d'autres Amérindiens. Et en fait, il se retrouve dans le même régiment. De cette année fugace, en fait, il garde un profond sens de la camaraderie, un respect de l'autorité et de l'armée, ce qui est assez ironique, puisqu'on verra plus tard il y a eu des petites frictions. Et il a quelques anecdotes après avoir vu notamment un de ses coéquipiers se faire exploser avec un missile. Donc il a littéralement vu un missile partir et il a dit « restez plus que les bottes ». Il a une anecdote plutôt rigolote qu'il aime bien rappeler de temps à autre, à savoir qu'un jour, donc il y avait lui et 3 de ses camarades de régiment qui étaient aussi amérindiens. Et on leur dit, vous allez il se dit, bon, on avait une mission, donc ils vont sur la mission, et en fait on les appelle, on dit, non, vous y allez pas, aujourd'hui vous êtes off. Et ils disent, c'est un peu bizarre quand même, donc ils rentrent, ils font d'autres trucs, et en fait ils se sont aperçus que la mission en question sur laquelle on les a décommandés était une mission en fait qui consistait à aller chercher en Chinook des Vietnamiens qui étaient dans un petit village, et de les délocaliser, déporter très très loin, à plusieurs centaines de kilomètres. Et enfin en tout cas aider dans cette chaîne-là, et ils sont donc ce que dit West dit, alors soit le gouvernement américain, soit on a été très chanceux, soit le gouvernement américain avait la mémoire particulièrement longue, parce que effectivement, venant de la nation Cherokee, West est l'un des descendants de la terrible piste des larmes, qui a consisté à déplacer toute une peuplade en fait sur des centaines de kilomètres, et donc il est sûr que ce genre de mission, il n'aurait peut-être pas forcément vécu très très bien. Ce qu'il a mieux vécu par contre, et ce qu'il dit lui-même, c'est qu'en fait, sorti du Vietnam, il a pu bénéficier de la GI Bill. Donc la GI Bill, c'était ce fameux chèque, c'est l'argent qu'on donnait aux GI sortant de la guerre, qui leur permettait en fait de se payer des études supérieures. C'est comme ça en fait que la grande génération, donc les gens qui ont contribué à la Seconde Guerre mondiale, ont pu très rapidement monter en grade en fait, et beaucoup de gens qui venaient en fait des milieux d'immigration ou qui étaient pauvres ont pu accéder
par cette GI Bill à des études supérieures et ont permis en fait vraiment que les baby boomers aux États-Unis vivent mieux. Et donc cette GI Bill a continué, et notamment durant le Vietnam. Donc revenant du Vietnam, il s'est inscrit à Tulsa, donc dans l'Oklahoma, pour continuer des études supérieures. Il se destinait principalement à enseigner le Cherokee, parce qu'étant complètement bilingue, soit aux enfants dans la nation Cherokee, soit dans des gens qui étaient intéressés. Et en fait, il va faire un peu de théâtre, mais il va un peu vagabonder, il va lâcher très vite les études, il va les zoner comme pas mal de gens en fait, qui reviennent du Vietnam, il n'était pas forcément dans le meilleur état d'esprit, et il a décidé de se balader, il a été rejoindre des potes de régiment, d'autres vétérans un peu à droite à gauche, et finalement, avec quelques cours qu'il avait pris à Tulsa, en théâtre, il rejoint une compagnie d'art dramatique de la nation amérindienne. Et donc il va faire des petites pièces de théâtre à droite à gauche. Et voyant que ça lui plaît bien, il va essayer de percer, de continuer là-dedans. Il est aussi à cette époque très investi dans l'activisme. Notamment en 1979, il y a une manifestation à Wounded Knee, donc dans la ville de Wounded Knee dans le Dakota du Sud, qui est infamement connu pour cette espèce de pour la grande bataille qui a eu lieu, qui a été un massacre total des derniers Indiens au tout début du siècle. Et en fait là, il y a 200 Sioux qui sont mis au cœur de la ville pour manifester contre en fait la présence, parce qu'ils voulaient déposer un des directeurs tribal de la nation Sioux, qui était en fait un mec complètement corrompu et ils n'y arrivaient pas, et donc ils ont manifesté, le gouvernement est arrivé, ça a complètement dégénéré, et ça s'est fini avec 2 morts pour les manifestants, et un disparu et 14 blessés. Donc Westady a toujours été extrêmement impliqué là-dedans, et ça va se voir justement qu'avec sa carrière cinématographique qui arrive sur le tard, va lui donner un tremplin. Il le dit lui-même, de toute façon, moi j'ai toujours fait les choses sur le tard, et donc sa carrière d'acteur lui est venue assez tard. Il est de 47 et il commence à avoir des tout petits rôles à la fin des années 80. Il est déjà à il a déjà 40 balais, quoi. Et il va se retrouver, son premier grand rôle qui va le découvrir, c'est dans Danse avec les loups, donc la grande fresque épique de Kevin Costner qui met en joue le gentil blanc qui va se retrouver au milieu des Indiens. Et lui, en fait, va jouer un guerrier extrêmement agressif et impulsif, qui va être la matrice pour son rôle le plus connu, à peine 2 ans plus tard. Donc c'est intéressant. Westady, si vous l'avez jamais vu, il faut se l'imaginer. C'est quelqu'un qui a un visage, qui a des lèvres extrêmement pincées, qui a un regard très dur, froid, en tout cas quand il joue, parce que c'est pas forcément comme ça. Enfin, si vous regardez les interviews, il est tout souriant, très gentil, très policé, mais avec une jactance très cassée, et il a vraiment un visage dur comme du cuir, et il peut faire peur, il fait assez peur, et surtout il a vraiment, on voit que c'est pas quelqu'un qui a un 16e de son Cherokee, quoi. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui fait amérindien, et qui, par son identité, son aspect, en fait, va beaucoup jouer sur le côté aliénation et présence de minorité à l'écran, et ça va lui, en fait, sa grande fierté, enfin il le dit, enfin en tout cas c'est ce qu'il espère, c'est que sa présence et le fait qu'il ait été remarqué pour pas mal de rôles ait permis à d'autres minorités, et surtout des acteurs amérindiens bien sûr, de se faire remarquer et d'avoir beaucoup de rôles. Il faut savoir en fait que les Amérindiens de premier plan au cinéma se comptaient un peu comme une peau de chagrin, ou alors ils avaient des rôles qui n'étaient pas forcément importants. Parmi eux, à l'exception de Will Rogers, donc qui était un très très grand humoriste, qui était né sur la nation Cherokee et qui était amérindien d'origine, que tout le monde aimait en fait, et d'ailleurs ça s'appelait Rogers, donc il n'avait pas forcément joué sur son aspect, sur ses origines. Il y a eu très peu d'acteurs qui ont reçu soit des Oscars ou des recommandations, des reconnaissances, et généralement en plus c'était des Amérindiens qui étaient du Canada, donc c'était Chief Dan George par exemple dans Little Big Man. Donc lui il va à partir de ce petit rôle qu'il a dans Danse avec les loups, qui lui permet aussi de coquiner un peu avec Kevin Costner et qui lui ouvre d'autres portes, notamment la directrice de casting l'une des directrices de casting de Michael Mann, donc qui va venir. Lui n'a pas forcément, en tout cas quand il parle de Danse avec les loups, il est pas super. C'est un film qui est très polarisant, si vous l'avez vu, qui peut être vu comme un très beau film, très sympa, chouette, mais de l'autre côté c'est un peu comme Laurence d'Arabie, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours un peu ce côté,
white savior qui arrive, il est cool, il est sympa, c'est Kevin Costner, puis il y a les bons Indiens, les mauvais Indiens, c'est un peu bizarre, et Westody un peu sur cette base-là, il dit, pour moi c'est comme Lawrence d'Arabie, c'est-à-dire que c'est le côté fresque est très important, agréable, mais quand on gratte un peu le fond, voilà, c'est un peu cucul à praline, quoi. Et ça le dérange pas. Enfin, après, voilà, comme ils disent, c'est quelque chose qui a lancé ma carrière, qui m'a permis d'évoluer. C'est sûr que c'est pas son caméo de 3 secondes dans The Doors, si vous regardez le film avec Kilmer, où il passe, au tout début c'est dans un désert, et puis vous voyez un Indien qui passe en fond, c'est Westody. Westody, il a 3 secondes, et quand on lui rappelle ce rôle, il en est pas super fier. Le rôle qui va le faire connaître, c'est effectivement celui de Magua dans Le Dernier des Mohicans, qu'on ne présente plus. Donc, Dernier des Mohicans, adaptation du roman de Fenimore Cooper, que soit vous avez lu enfant, soit si vous avez fait comme moi une licence d'anglais, vous avez eu l'occasion de relire un petit peu comme ça. Donc, ce qui était vraiment intéressant chez Fenimore Cooper, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'un des premiers grands écrivains américains, et c'est quelqu'un qui tout de suite n'a aucune espèce d'illusion par rapport aux Américains, en fait. C'est-à-dire que tout de suite, dans ses bouquins, il est clairement mis en cause, il est clairement mis en évidence que les coloniaux sont le pire truc qui puisse être arrivé au continent nord-américain, et que finalement, si jamais on n'avait pas posé les pieds sur le continent américain, ce serait très bien. Ça, certes, ce serait pas parfait, parce que la nature humaine fait que les Amérindiens seraient probablement continués à se battre et compagnie, mais pour lui, c'est vraiment la présence de l'homme blanc, c'est vraiment une catastrophe, et la nature était beaucoup mieux avant. Et c'est assez chouette, parce qu'en fait, c'est vraiment un élément, quand vous lisez ces bouquins assez jeune, vous voyez juste le côté aventure, où voilà, c'est les Indiens, il y a les Anglais, il y a les Français, tout le monde se bat, et vous suivez Œil de Faucon qui se balade tout là-dedans. Mais en grattant, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez beau qui préfigure un peu, par exemple, Thoreau, ou d'autres écrivains qui vont faire un peu l'apologie de la nature, et de l'autarcie. Donc ce film de Michael Mann est qui est un chouette film d'aventure, qui est un peu différent, en fait, très différent même de Danse avec le loup, parce qu'il y a justement dans la mouvance de Fenimore Cooper, il n'y a pas du tout l'idée de dire il y a des bons et des méchants. Et c'est un film, en le revoyant, je l'ai revu récemment, j'étais assez étonné par le fait que le film pouvait tout le temps jongler, en fait, entre les différents personnages, sans jamais vous autoriser à vous dire eux ce sont les bons, eux ce sont les méchants. Après, c'est sûr, il y a un peu au cœur du film, il y a cette espèce de romance entre le personnage d'Œil de Faucon, qui est joué par Daniel Day-Lewis, et à mon avis, c'est vraiment pas son meilleur rôle. Enfin, voilà, il est bien, il joue un peu le premier rôle propre, et Madeleine Stowe, qui est la fille du général anglais. C'est pas ça, j'ai vraiment pas. Enfin, en le revoyant, c'est assez poussif et lourd, même si j'adore, voilà, la manière de filmer de Mann est excellente, et j'aimerais bien que Mann refasse un peu des épopées, quoi. C'est-à-dire que Mann, c'est vraiment le gars qui a un petit peu son chasse gardée du polar. Il le fait extrêmement bien, je lui retire pas à ça, moi j'adore, Hit Collatéral et compagnie, c'est fabuleux. Mais j'aime bien quand il fait des incursions dans d'autres domaines, et c'est vrai que la forteresse noire, ça aurait été bien qu'on en ait un autre, quoi. Mais il cache les copies, il les brûle, donc la SF c'est mort. Et la grande épopée, voilà, il s'est un peu calmé. Et donc ce film, Westody, incarne Magua, qui est, au début, en fait, on nous est présenté un peu comme le méchant indien. C'est-à-dire que c'est le mec qui cherche impérativement à tuer le général anglais et à tuer ses filles, et donc il poursuit le héros sans relâche. Et en fait, plus le film avance, plus on s'aperçoit que, il a des raisons pour faire ça, c'est-à-dire que le général est à la base de la mort de sa famille, et à côté de ça, il a, il y a plein d'éléments où on assume sans arrêt son ethnie ou son identité, c'est-à-dire qu'on part du principe dans le film qu'il est Huron, mais on s'aperçoit qu'il a été réduit en esclavage et donc forcé à devenir Huron, mais c'est pas son ethnie originale. Et en plus, maintenant, il travaille pour les Français, donc il le joue. Ce qui est vraiment chouette, en fait, c'est on voit à la fois donc le personnage est complètement ravagé par la haine, c'est-à-dire qu'il est vraiment là pour tuer, mais il le joue pas comme un psychotique. C'est une espèce de haine froide, colérique qu'il garde en lui depuis très très longtemps. Et à côté de ça, il y a une sorte de... C'est pas la noblesse de l'Indien, mais c'est clairement que plus le film avance, plus on se dit ouais, mais est-ce que finalement les Anglais ils auraient mieux fait de rester chez eux, qu'est-ce que les Français foutent là, et tous ces personnages en fait évoluent sans arrêt dans ce gris, dans ces nuances de gris moral qui nous est très difficile de discerner. Et il y a vraiment des éléments chouettes en fait, parce qu'à la fin justement le grand final se passe dans un village de Huron, et Daniel Day-Lewis est opposé à Westody parce que leur but c'est chacun de plaider leur cause
auprès du village qui leur offre en fait une sorte de cessez-le-feu pour qu'ils puissent s'entretuer, quoi. En fait, c'est-à-dire que grosso modo, le Huron veut tuer, enfin, le Westody veut tuer, Magua veut tuer Daniel Day-Lewis et vice-versa. Et c'est ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a une scène qui est fabuleuse où le chef du village n'est pas de la même ethnie que Westody, donc en fait il parle pas anglais, donc il est obligé de se faire interpréter ses paroles en français. Donc vous avez d'un côté Daniel Day-Lewis qui parle en anglais, qui est traduit par en gros son sidekick anglais qui parle lui en français. À côté vous avez Westody qui parle dans un français complètement cassé à ce chef qui lui comprend. Enfin c'est super, c'est vraiment une toute petite scène qui est très bien, et c'est là en fait où on voit que Westody dans le film il va parler plus de 4 langues parce qu'il parle en anglais, en français. Alors son français il le parle pas vraiment donc c'est phonétique. Et il va parler à la fois huron et des fois, enfin il n'est pas censé parler cherokee, mais il va utiliser cherokee pour interpréter la langue d'origine de Magua. C'est vraiment un super film, un grand film d'aventure. Et ça permet à Westody de lancer sa carrière. Il a d'ailleurs un truc assez rigolo, c'est que dans ce film, en parlant de personnes qui n'arrivent pas vraiment à communiquer, vous avez Patrice Chéreau. Patrice Chéreau joue Montcalm, qui est le chef des Français, qui est un mec assez timoré, qui est vu, grosso modo, qui joue le rôle de l'enculé, mais parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Et c'est un peu le noble qui n'a pas envie d'être là. Et c'est marrant, c'est que Chéreau parlait. Alors, je sais pas d'ailleurs comment Michael Mann l'a recruté, parce que c'est un peu. Je pense qu'il devait l'apprécier en tant que dramaturge et cinéaste, mais en fait, il parlait pas un mot d'anglais, et il y a beaucoup de moments où il devait parler en anglais, et donc il apprenait ses lignes phonétiquement. Et, et Westody dit c'est très marrant, parce qu'en grosso modo, Magua bosse avec Montcalm, ils ont beaucoup de scènes ensemble, et il disait, Patrice était incapable de parler en anglais, donc on était soit on mimait, soit on essayait de jouer sur le temps exact pour enchaîner nos paroles. C'était vraiment assez rigolo parce que c'était proche du mime. Donc c'est vrai qu'il a eu un bon petit moment par rapport à ça, même si Chéreau, lui, quand il en parle, il n'y a pas une super bonne expérience, quoi, parce que jouer uniquement en phonétique, c'est assez dur, et c'est sûr que. Et puis les Français à l'époque, ça parlait pas trop français, ça parlait pas trop anglais, quoi. Alors ce qui est toujours intéressant dans sa carrière, c'est qu'il a. Et c'est un peu difficile parce que j'ai pas envie forcément de tout s'établir, mais il a fait énormément de rôles d'Indiens. Des Indiens connus, des Indiens moins connus. L'autre grand rôle qu'il a fait pas très longtemps après le dernier des Mohicans, c'est Geronimo, en fait, où il joue directement Geronimo, donc le célèbre chef Cherokee qui verse dans la guérilla. Et pour lui, c'était pas facile parce que d'un côté, c'est une personne qui est extrêmement connue, qui pour sa nation est extrêmement reconnu, mais qui avait aussi des côtés extrêmement violents et durs, qui n'est pas forcément la meilleure image qu'il aurait voulu donner d'un héros. Et donc desservi, en plus le scénario étant de John Milius, c'est pas si mal parce que les ambiguïtés sont là, et ce que tu dis Westody quand il joue des personnages historiques, il faut prendre le bon, il faut prendre le mauvais, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'idée de juste garder une version extrêmement édulcorée et positive d'un chef indien. Il faut montrer aussi que ça pouvait être des gens qui étaient complètement extrémistes. Et il le fait très bien en fait dans Geronimo. Il y a des scènes assez chouettes, notamment il y a un moment où il se retrouve kidnappé avec un des autres chefs, qui est d'une autre ethnie, et ils se regardent et disent maintenant en fait on est des Indiens, quoi. Sous-entendu, on a perdu notre identité même de Cherokee, et des ethnies qu'on pouvait avoir va disparaître. Et c'est assez rigolo parce que ça renvoie un petit peu à l'idée que les minorités au cinéma sont échangeables. Et c'est assez terrible, mais vous pouvez. Donc bien sûr, il y a la capacité d'acteur qui fait que normalement, peu importe l'ethnie que vous jouez, peu importe, tout le monde est censé pouvoir jouer une autre nationalité ou une autre ethnie. Après, la couleur de peau, c'est un peu différent. Mais en tout cas, normalement, un Français peut jouer en anglais, et vice-versa. Il n'y a pas vraiment de raison. Mais lui, en fait, se retrouve un peu embêté parce que il a pas mal de rôles en fait dans sa carrière. Donc les principaux, c'est j'ai que cité Magua, mais il y a bien sûr Geronimo, mais surtout après, il va se retrouver dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick, où il va jouer un petit peu. Plus il vieillit, en fait, moins il joue les bourrins, et plus il va jouer un peu les vieux rôles de sage. Et Hostile plus tard, où là il est censé jouer un Mohawk. Et donc il se retrouve un peu embêté parce que même s'il essaye à chaque fois de faire attention au niveau des costumes notamment, en disant en évitant d'avoir des plumes, et parce que disant quand vous regardez les photos, les gens n'étaient pas habillés comme ça, et on sait qu'ils n'étaient pas habillés comme ça, il est forcé en fait d'apprendre un petit peu deux, trois petits éléments de langage Mohawk, donc des nations qu'il ne connaît pas forcément
Et des fois, en fait, il s'est retrouvé avec, en absence, n'ayant pas le traducteur qui était là pour le tournage, etc., à devoir changer un petit peu, de devoir utiliser du Cherokee de temps en temps pour jouer l'Indien, quoi. Et c'était... Enfin, il dit, voilà, parce après, il dit ça reste un business quand même. Et il y a pas mal de éléments, justement, où il n'est pas forcément naïf par rapport à tout ça, notamment quand le dernier des Mohicans est sorti. Il y a une grande manifestation devant des Amérindiens du studio en disant bah ouais, on est mal représenté et tout. Mais en fait, il dit bah ouais, c'était pas vraiment ça, c'était juste qu'il y avait beaucoup d'extras qui étaient amérindiens, qui n'étaient pas très bien payés. Et donc en fait, ils utilisaient ça un peu comme pour avoir une revalorisation de leur salaire, tout simplement. Mais Westody, pour moi, c'est quand même aussi quelqu'un qui est assez chouette parce que à côté de ses grands rôles d'Indien très nobles, très représentatif, et il faut le dire, en fait, c'est amplement mérité, il fait un excellent travail à chaque fois, et il a l'intelligence, enfin, en général, il a l'intelligence d'avoir sauté sur sa carrière dans des rôles qui sont intéressants, quoi. C'est pas juste l'Indien qui arrive, c'est pas Bobby Six Killer dans Le Rebelle, quoi, avec Lorenzo Lamas, quoi. Mais il a, à côté, il a quand même une sacrée carrière de second couteau, où là, c'est... qu'importe la nationalité, c'est vraiment pas le jeu. Alors il joue un peu l'Indien des fois pour payer ses chèques, mais par contre, ouais, il a fait des petits rôles. Alors, je vais pas revenir sur Street Fighter encore une fois, mais à côté, c'est un gars qui va vous faire, enfin dans Deep Impact, il joue. Non, c'est pas Deep Impact, c'est Deep Rising, qui est ce film complètement con avec Treat Williams et Famke Jensen notamment, où ouais, ils sont tous sur un... Alors, Treat Williams, dans le genre retour de carrière, c'était avant qu'il fasse toutes les suites dégueulasses de The Substitute. Mais on se retrouve, encore une fois, avec des mecs sur un bateau. Il y a un gros monstre débile en papier mâché qui bouffe les gens. Et il y a cette scène incroyable où Westody joue encore le revanchard. Il y a un mec qui le trahit, qui est un mec qui joue dans The Mummy. J'ai plus le nom. Et il a vraiment la haine, quoi. Il veut vraiment le tuer, il veut vraiment se venger. Et il se fait choper par le monstre... qui commence à le alors c'est un truc ignoble où le monstre en fait te mâchouille et il laisse que la carcasse en fait, donc une espèce de crustacé qui te suce la moelle de l'intérieur. Et il y a Westody qui sort et il est en train de sortir, et il y a le gars qui cherche à tuer depuis le début du film qui est là, il le voit, et bon, il s'écarte et il voit le monstre, il a juste un flingue, il reste une balle dans le flingue, il commence à se barrer. Et il se retourne, il fait ouais, et il lui tend le flingue pour que Westody se tire une balle plutôt que crever. Et il fait dis pas que j'ai rien fait pour toi, j'ai jamais rien fait pour toi. Et donc le mec commence à se barrer. Et Westody est tellement mesquin qu'il le braque avec un flingue, il lui tire dessus. Il le loupe, bien sûr, parce que c'est le méchant, faudrait pas qu'il meure tout de suite. Et là, le mec, donc le gars se barre, et Westody se retrouve avec son flingue, il le braque contre sa tête, et forcément, il n'y a plus de balles, et il se met à hurler, et c'est le hurlement du mec qui a compris qu'il avait fait une très grosse connerie. Et il finit en snack pour le monstre ignoble de Deep Rising. Et ouais, c'est chouette avec Westody, c'est que après, il a toujours ces petits rôles où son ethnicité ne rentre pas en jeu. Et c'est salvateur, quelque part. Parce que ça lui permet de montrer que voilà, il peut avoir une honnête carrière de second couteau et qu'on n'est pas obligé sans arrêt d'être lié à son ethnie ou sa couleur de peau pour faire un personnage. Notamment surtout les Indiens qui sont des éléments extrêmes, qui sont des personnages extrêmement stéréotypés dans l'histoire de Hollywood. Et lui s'assure notamment... Michael Mann, en 95, est en train de faire un petit film qui s'appelle Hit, et donc lui, Westody en entend parler, et il se dit, tiens, j'aimerais bien jouer dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il appelle Mann, il fait j'ai entendu dire que tu es en train de faire un film avec Robert De Niro, Al Pacino et Westody, tu peux m'en dire plus? Et donc Michael Mann était mort de rire, donc il dit, ouais, écoute, on va trouver un truc. Et il dit, je pense qu'ils ont fait que 2 films ensemble, mais ils restent assez proches. Et donc dans ce film de Hit, qui est pour moi aussi le petit moment que je garderai à part ce que je vous ai raconté Street Fighter, le moment que je garde, c'est que donc Westody joue le sergent assistant de Al Pacino. Donc bien sûr, je reviens pas, c'est un film monumental qui prend à son niveau le plus pur le système du chasseur. C'est littéralement, c'est ce que disait la grande critique Pauline Kael. En fait, c'est une épure totale. C'est juste un bête film de gendarmes et de voleurs, mais tiré à 4 épingles, et c'est vraiment incroyable. Donc Pacino qui fait beaucoup de Pacino, qui est un peu il est en mode quand on fait des tonnes, pas des tonnes, mais voilà, il est post le parfum d'une femme, et c'est vraiment
Il en fait un peu beaucoup, des fois, mais comme il disait, mon personnage était sous coke, donc c'est normal, donc ça va à 200 à l'heure. Et Westody joue vraiment son assistant, qui est là, qui dit pas grand-chose, et voilà, il est toujours... mais qui le couvre quand il y a des fusillades, et qui a quelques petites scènes comme ça, à droite à gauche. Et lui disait, en fait, enfin, Westody a dit, c'est vraiment chouette, parce que c'est le premier rôle qu'on me proposait vraiment, enfin, à part les trucs de second couteau, hein, parce que moi, j'ai pas oublié Sagat dans Street Fighter. Où il faisait fi en fait de son origine ethnique pour jouer juste un mec qui est un officier de police, et en plus comme lui est assez, il aime bien l'armée quoi, il dit quand il parle du métier d'acteur, il dit moi j'adore être acteur parce que ça m'offre la liberté mais ça m'offre aussi la discipline. Donc c'est un gars, et c'est après il fera des speeches notamment pour les vétérans du Vietnam et plus tard aux Oscars, quand il devra présenter une sorte de rétrospective sur les films militaires qu'il y a eu en 98, et c'était lui qui présentait, donc je pense il a bien apprécié l'armée, il apprécie encore, et donc il joue ce rôle du mec un peu taiseux qui est là pour baquer Al Pacino durant les gunfights et les interrogatoires un peu musclés, et il y a cette scène qui est très connue, bon, qui est devenue un peu un mime, un peu dommage, mais où Pacino interroge Hank Azaria, donc Monsieur Mo, dans Les Simpsons notamment, qui est l'amant d'Ashley Judd dans le film, la femme de Val Kilmer, et ils en ont marre, et ça aboutit pas, et ça aboutit pas, et ça aboutit pas. Et cette scène, en fait, ils l'ont rejouée genre 20 fois, quoi, mais ils en pouvaient plus, et en grosso modo, Hank Azaria est censé dire, ah ouais, et tout, je suis obsédé par cette femme, et puis t'as Al Pacino qui est censé dire, ouais, je sais, elle a un gros cul, et enfin, c'est incroyable, quoi. Et je comprends, quand tu penses aux femmes, tu penses qu'à ça, et en fait, ils pètent enfin, ils ont tellement rejoué la scène qu'il fait And she got great at! Et il en fait il ouvre les yeux, les carquilles, et donc Hank Azaria fait Jesus, parce l'acteur est complètement surpris, quoi, il s'attendait pas à ça. Et And you get your head all around it! Et ce qui est mortel, c'est que si vous regardez la scène, il y a Westody qui est juste derrière, et il essaye de tout faire pour rester sérieux, genre il baisse la tête, il essaye de mettre sa main devant sa bouche, et le mec est mort de rire, mais c'est le signe d'un grand professionnel, c'est d'être capable de garder son calme quand Pacino passe à 11, quoi. 11 sur 10, et là il fait péter les amplis et il y va à fond les ballons. Et c'est vraiment incroyable quand j'ai revu, parce que Heat je le revois chaque année, et parce que c'est un film incroyable déjà, mais cette scène ne manquera pas, passer le côté un peu internet mime, c'est vraiment chouette de voir que le mec, tu la tournes 20 fois, il fait quelque chose de différent, qui est dans la boîte en fait, et qui surprend l'acteur, et qu'à côté les autres acteurs sont obligés de faire gaffe pour garder leur calme en tout point. Après il a aussi fait ce petit film qui est complètement débile, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Mystery Men, qui est un film de super-héros bidon, où il y a un peu toute la clique, donc vous avez Ben Stiller, Hank Azaria aussi, encore là, et c'est des super-héros un peu bidons, et lui il joue encore, alors là il n'y a rien à voir avec son ethnie, il joue le Sphinx, qui est une sorte de mentor à la Yoda, mais c'est ridicule, quoi, il est un peu habillé comme le spectre comme le fantôme du Bengale, mais avec une petite... Enfin, il a un loup, il a une cape noire, et il parle comme Yoda, et il essaye d'enseigner à Ben Stiller et tout l'art de la patience, en lui faisant coudre et tout son propre costume. C'est des petits rôles un petit peu comme ça qui sont toujours chouettes et assez fandards. Il a beaucoup fait de séries télé, hein, c'est surtout souvent des guest stars, où forcément il joue un petit peu des Indiens. À noter, peut-être de manière exceptionnelle, une série qui n'a pas eu l'écho qu'elle méritait, dans laquelle c'est une série qui a duré qu'une seule saison, qui s'appelait Kings, qui était basée sur l'Ancien Testament, donc notamment l'arrivée du roi David. Ça commence par David contre Goliath, qui est un simple soldat, et c'est sur l'ascension du roi David, et comment le roi d'avant, Saul, gère tout ça. Mais c'est transposé, en fait, dans les temps modernes. Donc c'était vraiment une super série qui était, en fait, qui avait été créé quasiment pour Ian McShane, donc qui sortait de Deadwood. Donc Ian McShane, acteur incroyable, qui est fabuleux dans Deadwood, dans le rôle du proxénète Sweargan. Et là, il jouait le roi Saul, en fait. Donc l'espèce de vieux lion qui perd peu à peu corps. Et donc ils avaient simulé une sorte de gouvernement. Enfin voilà, c'était une espèce de monarchie. Et dedans, il y a Westody qui joue le militaire, en fait. Il joue le chef des armées, et qui a suivi qui a suivi Ian McShane jusqu'ici, et qui le voit défaillir, en fait, et
il joue un mec extrêmement froid et cruel, et à partir du moment où il voit une faiblesse, enfin il croit voir une faiblesse, parce que c'est quand même Ian McShane, quand il croit avoir une faiblesse, le roi Saul, il saute dessus pour monter un coup d'état et essayer de prendre le contrôle en fait de la ville. Et il a aucune, et même quand il va être exécuté, à la fin, parce qu'il se fait pincer, il explique, bah voilà, j'ai aucun regret par rapport à ce que j'ai fait. Et c'est marrant, cette espèce d'obsession du militaire qui, un peu comme l'Indien, qui a la beauté en fait la beauté dans le déshonneur et dans la perte. Et c'était vraiment un chouette, un petit rôle où je m'attendais pas à le voir, et il est quand même quasiment régulier sur la série, parce que c'est très court, hein, c'est une série, vous pouvez la trouver, de faire 12 épisodes, et il est quasiment sur toute l'intégralité de la série, et c'était un élément assez chouette. Mais sinon, ouais, il a fait beaucoup l'Indien, quoi, dans pas mal de séries, notamment, c'était Hells Angels, ce truc un peu pourri, là, de Stars, où c'est les mecs qui tuent le train, voilà, le nom, enfin, vous regardez sa filmo, de toute façon, dès que vous voyez Chief Many Horse, machin... un nom un peu indianisé, vous savez qu'il est là il est là un peu en mode guest star. Après, il a pas fini avec les beaux rôles, disons, d'indiens, si on peut dire, d'amérindiens, notamment dans Avatar, où c'est quasiment ça, hein, je veux dire, c'est marrant, parce qu'Avatar, moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est Pocahontas, mais beaucoup de gens me disent ouais, c'est Danser avec les loups. Ça tombe bien, parce que là en fait, bon, il va pas jouer le guerrier noble, mais il joue le chef de la tribu des Na'vi, donc des espèces de schtroumpfs de 2 mètres. Et je pense qu'il s'est pas trop pris la tête, hein. Il a un peu suivi le script, et il a joué un peu standard. Après, il s'est réservé encore un beau petit rôle dans Hostile, qui est sorti en 2017, donc quasiment 10 ans plus tard, qui est pas un film que je trouve génial. Mais il a, comme je disais, donc c'est Christian Bale qui joue un ancien quasiment sur le départ militaire à la fin du XIXe siècle, et qui doit amener une tribu, qui doit amener quelques Indiens Mohawks pour enterrer l'un des leurs sur leur terre. Et forcément, c'est un mec qui a ici les Indiens. Il se retrouve avec Rosamund Pike, qui la avait pleuré. Il y a des méchants. C'est un peu. J'ai pas été transcendé, mais Westody a en fait l'opportunité de se faire un dernier beau petit film où il joue en fait le vieux vénérable chef en fait qui va essayer d'amener cette dépouille. Et c'est comme je disais, c'est assez intéressant, parce que là il ne joue pas du tout comme il disait, je veux pas de plumes en fait, je veux vraiment que les costumes soient fidèles, et donc il est habillé très sobrement, quasiment, on a l'impression de voir une image d'Épinal en fait. Il est, comme vous voyez les vieilles photos de ces Indiens qui sortaient de la piste des larmes, où il a des vêtements extrêmement sobres, où il n'y a pas de couleur, où il n'y a rien, il n'y a quasiment aucune décoration ou aucun bijou. Et il offre une belle performance dans un film que je noterais assez standard et peu notable. Performance que j'ai plus aimé de lui en fait sur la fin de sa carrière, parce que bon voilà, je veux dire, maintenant il a 74 ans, donc je pense qu'il va plutôt penser à la suite, ou peut-être à sa retraite dans son ranch du Nouveau-Mexique. C'était un film qui s'appelait Sugar, qui était sympa. C'était en fait un film qui suivait une jeune sans-abri dans un grand milieu urbain, et Westody jouait un rôle qui était complètement différent de ce qu'il avait fait jusqu'ici. Il jouait en fait le conseiller d'un centre en fait pour sans-abri, et c'était assez chouette de voir encore une performance qui n'a rien à voir bien sûr avec son ethnie, et surtout un truc qu'il change, parce que jusqu'ici, quand vous voyez l'intégralité de sa filmo, quand il joue pas des Indiens, il joue des tough guys, quoi. Et même si lui a toujours dit que il joue pas, même si il dit je joue jamais des vilains en fait. Pour moi, c'est pas les personnages négatifs qu'on va considérer comme des vilains que j'incarne ne le sont pas. En fait, c'est des gens qui sont humains, qui ne cherchent qu'une seule chose en fait, c'est d'allonger leur vie, de protéger leur existence, et c'est très humain en fait. Et son idée, c'est de dire bah ouais, mais la différence en fait entre un bon et un gentil, c'est juste une sorte de moralité que vous imposez. Mais moi, j'ai jamais ce sentiment-là. Et c'est plutôt, c'est une position assez philosophique en fait sur l'idée de jouer des heavies, quoi, donc de jouer les méchants second couteau dans le cinéma américain, qui est assez chouette et qui tombe sous le sens, même si bien sûr, en général, les scénarios impliquent que ces personnages-là soient très caricaturés, et que donc cette philosophie assez sobre en fait ne puisse pas être exploitée. Quand vous voyez Deep Rising, il n'y a pas vraiment de place pour la subtilité, on va dire. Enfin, il réussit à avoir, donc à côté, bien sûr, de son activité de cinéma, il a fait beaucoup de documentaires, notamment pour PBS, et des documentaires sur
La piste des larmes notamment, qui le touche en fait, et l'impact de plein fouet, notamment par son héritage et ses origines. Il a fait quelques petits, pour PBS toujours, pas mal d'adaptations. En fait, il y a des bouquins qui ont été faits, écrits par un écrivain amérindien sur justement des histoires, un peu des polars dans des réserves, et il a beaucoup apprécié. Il en a fait 2-3, notamment qui s'appelle Skinwalker, sur la présence potentielle d'une espèce de monstre issu de la mythologie amérindienne, dans la réserve ou pas. Est-ce que c'est un serial killer ou est-ce que c'est un monstre? Lui a toujours énormément apprécié, même si c'est un peu c'est un peu des téléfilms, quoi, on va dire, de France 3. Il a toujours beaucoup apprécié offrir en fait cet écho à un autre type de littérature, dirons-nous. Enfin, la consécration est venue peut-être en 2019, où il a reçu un Oscar, enfin l'Oscar qu'il attendait en fait toute sa vie, parce qu'il avait espéré, en fait, il pensait être en bonne place durant le dernier des Mohicans pour devenir l'Oscar, mais il se l'est fait rafler par... et comme il disait, je me suis fait rafler par le jeune du Crying Game qui était sorti juste en même temps. Et là, il a reçu en 2019 donc un Oscar pour l'ensemble de sa carrière, en compagnie notamment, je crois, de David Lynch, donc c'est quand même pas mal pour, dans le genre de récompense. Et je suis sûr qu'il va continuer à filmer au moins quelques petits films qu'il a sous le chapeau. Et moi, personnellement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez me retrouver ailleurs, j'ai un compte Twitter qui est @2couteaux, tout simplement, donc 2 en chiffres romains. J'ai aussi un site, c'est www.second au pluriel couteau au pluriel tout attaché.fr. Et bien sûr, vous pouvez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur iTunes, commentaires, critiques, insultes. Tant que c'est constructif, j'apprécierai. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. À plus tard. C'était il y a 20 ans. Vous ne vous étiez pas encore bombardé, général. Vous n'étiez qu'un petit trafiquant de drogue. Avec votre clique meurtrière et vos 4 petits grammes de courage, vous passiez la frontière pour piller nos campagnes. Vol de nourriture, trafic d'armes, esclavagisme. Mon père était chef de village, C'était un homme simple, qui avait des valeurs simples, la justice. Il a réuni une poignée de villageois pour vous résister. Vous et vos sbires. Vous avez été repoussés
par des fermiers armés de fourches. Mon père a sauvé son village, et son geste lui a coûté la vie. Vous l'avez fait abattre lors de votre fuite. C'est courageux de tuer quelqu'un à bonne distance. Je suis vraiment désolé. Mais je n'en ai pas le moindre souvenir. Vous ne vous en souvenez plus? Ce jour, le jour où Bison a honoré votre village, était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi.